Entre nous, là, on a l'impression d'être une bande de potes qui partent faire un truc dingue. Et du coup, ça m'enlève pas mal de pression. Je le vois pas comme une course. Je pense que ça va être une course avec soi-même. Et on va vivre un truc incroyable. Et j'ai un peu l'impression qu'on va le vivre ensemble. Je suis Charles Caudrelier, skipper du Maxier et de Rothschild, et je participe à l'Arkea Ultimate Challenge. Bonjour Charles, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Dans cet entretien, on va essayer de comprendre un peu plus qui tu es. Mes premières questions, ce sera évidemment sur l'enfance. Est-ce que tu peux nous raconter où tu as grandi et dans quelle famille? Oui, oui, on est une grande famille. On est quatre. Enfin, j'ai un grand frère, et un petit frère et une petite sœur. On a grandi, on est né à Paris. En tout cas, moi, je suis né à Paris, mais à l'âge de 2 ans, mon père a décidé de changer de vie et de s'installer dans la baie de la Forêt-Fouesnant. Du coup, j'ai grandi les pieds dans l'eau et j'ai passé toute ma jeunesse dans l'eau. Mon père aimant beaucoup les bateaux et la planche à voile. Mon premier contact avec la mer, c'était par ça, et la pêche aussi, avec un grand-père qui pêchait beaucoup. Et mon père étant passionné et m'emmenant tout le temps voir les départs de course, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai découvert le monde de la solitaire du Figaro et que j'ai croisé des marins qui étaient à l'époque très jeunes et qui étaient en venir, notamment Michel Desjoyaux. Et sur un départ de course, je me rappelle, mon père m'a dit: tu verras, ça va devenir un grand marin. Et ça m'a fasciné et ça a commencé à m'intéresser. Cette course en solitaire, ce centre d'entraînement de Port-la-Forêt qui se crée devant mes yeux, et je les voyais s'entraîner. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu complètement fasciné par ce monde-là, et j'ai décidé que je voulais en faire mon métier. Et voilà. T'étais quel type d'enfant? T'étais quelqu'un de plutôt dynamique ou pas trop? Je sais pas, ouais, j'étais plutôt perturbé, enfin assez actif, ouais, plutôt dynamique. Je crois que j'ai fait un peu souffrir mes parents parfois. Pas de grosses conneries, non, mais je pense pas que j'étais un enfant facile en tout cas. Voilà. C'était quoi tes passions quand t'étais plus jeune? Est-ce que c'était directement la voile, la mer? L'eau tout de suite, mais c'était plutôt être dans l'eau. Moi, je voulais devenir apnéiste quand j'étais petit. C'est la génération Grand Bleu, quand après ce film-là, je pensais. Je m'étais bas, mais j'ai toujours aimé, même avant que ça existe, j'ai toujours aimé être sous l'eau, et mes parents avaient beaucoup de mal à me sortir de l'eau. Et puis après, j'ai fait beaucoup de sport, voilà, j'ai touché à plein de sports. Je me suis passionné pour le golf pendant 2 ans, et jusqu'au jour où je suis tombé malade et j'ai pas pu jouer pendant une saison les compétitions. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu c'était donc à l'âge de 15 ans où la voile a pris toute sa place. Et j'ai jamais retouché un club de golf après, ou 2, 3 fois, alors que avant, je faisais que ça, je voulais vraiment devenir professionnel. T'étais un bon élève à l'école? Jusqu'à ce que je découvre la voile, ouais. Ça marchait bien, j'étais bien bon dans les matières scientifiques surtout. Quand j'ai découvert la voile, j'ai malheureusement, ça servira peut-être à des jeunes qui m'écoutent, mais j'ai malheureusement pas compris l'intérêt de mes études pour la voile. Alors j'ai quand même fait des études parce que voilà, j'avais à l'époque, on vivait très mal de la voile et mon père avait très peur de ça. Et il m'avait dit: je te laisse, tu feras ce que tu voudras, mais d'abord tu finis tes études. J'ai choisi plutôt d'aller vers la marine marchande parce que j'avais l'impression que ça me rapprochait du milieu maritime. Donc j'ai fait l'école de la marine marchande. C'est l'époque où je naviguais beaucoup, notamment avec Franck Camas en équipage. À partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai beaucoup séché l'école pour aller naviguer. J'ai quand même fini mes études en naviguant beaucoup. J'ai eu mon diplôme et crac. Et puis après, je me suis pris une année pendant mon service militaire. J'ai réussi à faire sport armé et à me faire détacher entièrement à 100%. Je suis venu 2 fois ici derrière nous, 2 heures, et ils m'ont laissé aller complètement faire ma vie. Je les remercie d'ailleurs, la personne qui m'a laissé ça, parce que en fait j'étais complètement hors des clous, ils savaient pas quoi faire de moi. Ils m'ont dit: bon, reviens dans 2 mois, et puis après ils m'ont dit: reviens dans 10 mois. Et ils m'ont laissé totalement libre, et ça m'a permis de faire une année complète pour préparer la solitaire du Figaro, avec une victoire sur le classement Bisu qui m'a permis de me dire: tiens, est-ce que je continue ou pas? Puis malheureusement, après cette belle saison, je trouve pas de sponsor, donc j'arrête. Je retourne travailler dans la marine marchande 6 mois, et puis à un moment, ça a été, j'arrête tout, j'en peux plus. Je me suis lancé à 100% là-dedans, avec des objectifs chaque année, et puis de gagner la solitaire du Figaro en 3, 4 ans. Et en 2004, il y a cette victoire qui a un peu tout changé après pour moi. Est-ce que tu étais tout de suite bon? En tout cas, je me croyais bon tout de suite, mais assez vite, je me suis rendu compte quand même que je savais pas faire avancer un bateau comme ceux qui avaient fait du petit bateau. Et puis il y avait plein d'erreurs, mais très vite, en fait, j'ai aussi, par ma motivation, je me suis retrouvé sur des bateaux de très haut niveau, parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'argent pour payer les marins. Et très vite, je me suis retrouvé à naviguer avec Franck, notamment, au Camas, donc des gens de très haut niveau. Donc en fait, tu apprends très vite, et c'est là où j'ai beaucoup progressé.
Tu le dis souvent, tu prends dans tes équipes énormément de gens qui viennent du circuit Figaro. Tu en as, toi, fait énormément. Qu'est-ce qui te plaît autant dans ce support-là? Je pense que c'est le plus haut niveau de course au large dans le monde, même, j'ai envie de te dire. C'est la seule course qui réunit, entre moi, l'année où j'ai gagné le Figaro, je crois qu'on était 58. Et c'est régulièrement plus de 35-40 bateaux. Tout le monde a le même potentiel de bateau. Et c'est ça que j'aime, c'est que c'est la course à armes égales. C'est très disputé. Et au moins, ça se joue sur le détail. Du coup, ça t'oblige à être très exigeant et tu progresses. C'est la meilleure école du monde de course au large. Il n'y a pas une course dans le monde qui réunit autant de bateaux sur la ligne de départ avec voilà, une flotte aussi homogène. Ça n'existe pas. C'est une question difficile, mais tu dirais que c'est quoi ton plus beau souvenir sur l'eau? Forcément, c'est souvent lié à une belle victoire ou une belle réussite, mais il y en a trois. La première, ma victoire sur la solitaire du Figaro, peut-être moins importante que ma victoire sur le classement Bisu, parce que c'était la première fois et gagner le classement Bisu, c'était une énorme fierté. Puis la Route du Rhum, c'était vraiment mon objectif. Avant le Vendée Globe, c'était la Route du Rhum qui m'intéressait. Et là, ça reste une émotion très forte avec ce bateau, cette équipe. Enfin, dans des conditions que j'aurais jamais imaginé, mener un bateau aussi dingue sur la Route du Rhum, j'avais pas imaginé. Je pensais, mon rêve, c'était de faire de l'Orma. Les bateaux faisaient 18 mètres, c'était déjà des bateaux dingues. Mais là, on dépasse. Enfin, c'est les ultimes, quoi. Tu vas partir sur un tour du monde en multicoque, en solitaire. Ça n'a jamais été fait. Comment tu te sens par rapport à ça? Là, c'est très particulier parce que c'est vrai que quand je suis jeune, c'est le début des premiers tours du monde et ça me paraissait dingue cette aventure. Donc ils ont ouvert, c'était les pionniers parce que quand ils sont partis, on savait même pas, enfin, on savait pas trop où ils allaient. Hein. Et alors nous, c'est un peu moins pionnier, mais ça allait quand même à plein d'égards. On va être en solitaire, en course et sur des bateaux qu'on n'aurait jamais imaginé à l'époque. Entre nous, là, on a l'impression d'être une bande de potes qui partent faire un truc dingue. Et du coup, ça m'enlève pas mal de pression. Je le vois pas comme une course. Je pense que ça va être une course avec soi-même et on va vivre un truc incroyable. Et j'ai un peu l'impression qu'on va le vivre ensemble. Est-ce que ça te fait peur quand même un peu? Alors là, ça revient à la course. C'est contradictoire avec ce que je viens de dire, mais ce qui me fait le plus peur, c'est toujours le résultat. C'est de pas performer. Après, forcément, on évite d'y penser, mais il y a, c'est sûr, cette partie. Enfin, on m'a dit de comment vous divisez la course. Pour moi, on la divise en deux, quoi. Il y a les deux zones atlantiques, l'Atlantique Nord, Atlantique qu'on connaît bien, qu'est-ce qu'on sait faire. Et puis il y a la partie sud, le Grand Sud, où là, même si je le connais un peu, je sais que c'est pas. Voilà, j'ai dédiabolisé. Enfin, ça reste un endroit quand même assez engagé où personne ne peut vraiment venir en aide. Faut pas avoir un problème. Il fait froid, c'est dur, c'est long. J'ai une dernière question. Tu es un skipper professionnel, c'est ton métier, mais qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas skipper? Mais je fais pas mal de wing, de surf, hein, voilà. J'ai des enfants, donc je passe du temps avec eux, évidemment. Je fais un peu de vélo, je fais un peu de course à pied. Il y a aussi toujours dans la tête de se préparer physiquement de façon plus ou moins ludique. On n'aime pas trop les salles, nous les marins. Donc tous ces sports-là permettent aussi de s'entretenir et on préfère ça que d'aller dans une salle avec des miroirs, quoi. Voilà.